France, 1952. La famille Bassier fête Noël. Ils sont heureux. Ils s'aiment. Leur rêve, c'est le rêve américain. Ils ne savent pas qu'ils sont plongés dans ce qui est appelé la guerre froide. La guerre des mondes. Le danger d'une guerre nucléaire est réel. Des savants le mesurent par une horloge virtuelle. À minuit, c'est l'apocalypse. C'est l'Est contre l'Ouest, contre l'Amérique, qui protège une partie de l'Europe. Le reste est dominé par la Russie, qui s'appelle alors l'URSS, l'Union soviétique. Après la Chine en 1949, l'Asie va-t-elle basculer tout entière? La Corée, l'Indochine sont en feu. La conquête communiste progresse. Cette conquête s'incarne dans un homme, un géant de l'histoire et un tyran impitoyable. Joseph Vissarionovitch Djougashvili, dit Staline, l'homme de fer. Il a succédé à Lénine. Il règne sur l'URSS depuis 20 ans et maintenant sur la moitié de l'Europe. Mais en cette fin de 1952, Staline est malade. Il souffre de sclérose en plaques. Il a de fréquentes syncopes et des troubles mentaux. De plus en plus paranoïaque, il terrifie son entourage. Un jour, il mange une banane pas assez mûre. Il fait arrêter tous les fournisseurs et le ministre du Commerce. Il fait arrêter ses médecins. Il les accuse de l'empoisonner. C'est le complot des blouses blanches. Staline relance l'antisémitisme. Il dit « Parmi mes médecins, il y a beaucoup de sionistes. Tout sioniste est l'agent du service de renseignement américain. » « 5 mars 1953. De sa fenêtre, l'attaché militaire américain, le major Martin Mannhof, filme un étrange balai de voitures officielles. À 6 heures du matin, Radio Moscou annonce une nouvelle de première importance. Comme toujours, avec Yuri Levitan, la voix du pouvoir. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. L'attaché militaire américain réussit alors à filmer le moment où le cercueil de Staline est transporté, par un froid glacial, à la maison des syndicats. Dans la salle des colonnes, où sont toujours exposés les grands morts du régime. Pour recevoir l'hommage du peuple,
au son de la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Le corps a déjà été embaumé, comme celui de Lénine, qu'il va rejoindre dans le mausolée de la Place Rouge. Ce 9 mars 1953, 5 millions de citoyens soviétiques défilent, beaucoup requis de force. D'autres regrettent le petit père des peuples. Tous sont inquiets pour l'avenir. Le poète Eugène Evtuchenko était dans cette foule. Il dit « J'ai senti que cette masse aveugle m'emportait comme un morceau de bois, chavirant, impuissant sur l'eau. » Aux obsèques, seuls les partis communistes sont représentés. Ceux au pouvoir, dans les soi-disant pays frères, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, ou ceux qui se battent en Indochine ou en Corée. Le premier ministre chinois, Zhou Enlai, prend un hommage appuyé. Mao, lui, est resté à Pékin. Il fait rassembler le peuple devant le portrait de Staline, sur le mur de la cité interdite. La presse du monde entier est en deuil. Le Daily Mirror de Londres titre « Ce sont des larmes de crocodile ». Que pensent les moscovites qui défilent, inlassablement, devant la dépouille de leur maître? Certains disent tout bas « On est venu voir s'il est bien mort ». Sonia Zbitneva est dans la foule, avec sa grand-mère, qui pleure, mais qui lui dit « Ne t'inquiète pas, je pleure de bonheur, parce qu'il a tué ma famille, mes fils, mes frères, mon mari, mon père. Staline les a tous tués. » Alors on a pleuré ensemble, de joie et de chagrin. Près de la dépouille de Staline, sa fille, Svetlana. Elle témoigne. J'étais avec lui dans sa datcha, sa maison de campagne. Il a eu un malaise. Il a fait sur lui. Il était inconscient sur le sol. Personne n'osait intervenir. Et surtout, depuis le complot des blouses blanches, il n'y avait plus un médecin disponible. Il les avait tous fait arrêter. Même son médecin personnel. Il les avait fait tuer ou jeter au goulag. En face d'elle, les 3 principaux dignitaires du pouvoir soviétique. Khrouchtchev, le bourreau de l'Ukraine. Beria, le redoutable chef des tueurs de la police politique. Malenkov, l'exécuteur des basses œuvres. Ils ont laissé Staline agoniser pendant 3 jours, par peur de représailles s'il se réveillait, pour s'assurer qu'il était bien mort, et pour organiser sa succession. Le fils de Staline, Vassili, général d'aviation, est persuadé que Beria a empoisonné son père. Ils avaient dîné ensemble la veille. Beria, lui, avait la conviction que Staline voulait le tuer. Il aurait pris les devants, il aurait fait croire que Staline dormait, alors qu'il mourait. Très encadrés, les enfants de Staline peuvent être des témoins gênants. Vassili et Svetlana sont très inquiets sur leur sort. Ils savent de quoi ces hommes sont capables. Le cercueil, avec la momie de Staline, va rejoindre le mausolée de la Place Rouge. Svetlana Staline dit « Voilà bientôt 40 ans que ces animaux-là se bouffent les uns les autres. 40 ans que le pays est gouverné par des requins. Aucun pays au monde n'atteint ce record d'autodestruction. » Svetlana va-t-elle survivre?
Le monde va-t-il survivre? De cette lutte souterraine pour le pouvoir, l'affrontement entre l'Est et l'Ouest dépend. Lequel des complices de Staline serait le pire? Beria s'impose comme le favori pour la succession, parce qu'il est le maître de la terreur stalinienne. Il cherche aussi à montrer, contrairement aux accusations de certains, qu'il est dans la ligne du parti, dont il connaît le langage. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства. Pour l'entrée solennelle du cercueil de Staline dans le mausolée, Beria est le premier porteur devant Khrouchtchev, crispé. Mais en quelques jours, Beria surprend en faisant l'inverse de ce qui est attendu. Il libère la moitié des déportés du goulag. Il interdit la torture. Pour Beria, le régime communiste, s'il veut rester au pouvoir, doit d'urgence se libéraliser. Il faut introduire les biens de consommation, réduire les dépenses militaires, élever le niveau de vie, calmer les tensions dans le monde. Mais Khrouchtchev laissera-t-il faire ? La mort de Staline entraîne des espoirs fous dans les pays occupés par l'armée soviétique, surtout en RDA, à Berlin-Est. « 17 juin 1953, porte de Brandebourg. Le centre de la ville détruite en 1945. Les ouvriers allemands se révoltent. Suprême provocation, le drapeau soviétique est arraché. Partout, les drapeaux rouges sont brûlés. La police tente de protéger les cadres du régime, qui viennent d'augmenter les cadences en baissant les salaires. Les dirigeants communistes allemands appellent au secours. Les chars soviétiques entrent en action et tirent dans la foule. L'insurrection est rapidement matée, dans le sang, par l'armée rouge. C'est la première grande révolte du camp socialiste. À Moscou, les opposants à Beria l'accusent. C'est sa politique qui en est responsable. Elle va entraîner la destruction du communisme et la victoire de l'Occident. Dernières images de Beria, serrant les mains de ceux qui vont le faire arrêter, quelques heures plus tard, le 26 juin 1953. Tous ces hommes, habillés comme des mafieux, le font assassiner, 3 mois après la mort de Staline. Khrouchtchev finira par prendre le pouvoir, en écartant Malenkov, mais cette fois, sans le tuer. Les temps changent. Face à ce nouveau pouvoir soviétique, les États-Unis ont un nouveau président, le général Eisenhower, qui succède au président Truman.
Eisenhower, héros de la Seconde Guerre mondiale, a été élu pour arrêter la guerre de Corée. En Corée, depuis 1950, les États-Unis et 15 autres pays sont engagés contre les communistes nord-coréens et chinois, armés par les soviétiques. Les forces de l'ONU ont fini par les repousser sur le 38e parallèle. Dans le village de Panmunjom, des pourparlers se sont engagés, que la mort de Staline accélère. À Panmunjom, le 27 juillet 1953, l'armistice est signé, dans un silence total. Les délégués ne s'adressent pas un mot. Après 3 ans de combats inexpiables, ils ne se regardent même pas et se séparent sans se saluer. Les 3 exemplaires de l'armistice sont portés dans son QG au maître de la Corée du Nord, Kim Il-sung, qui a revêtu son grand uniforme de maréchal. Kim Il-sung peut remercier le général chinois Peng Dehuai qui l'a sauvé, alors que son territoire était entièrement aux mains des Américains. Le dictateur du Nord n'a pas de raison de pavoiser. La guerre de Corée a fait près de 3 millions de morts militaires et civils, 1,5 million de Chinois, 1 million de Coréens, 40 000 soldats américains et des forces de l'ONU. La Corée, dévastée. La ligne de front est figée en une zone démilitarisée de 250 km de long sur 4 km de large. Comme elle est interdite à toute présence humaine, elle deviendra, au fil du temps, une réserve pour la flore et la vie animale. Au sud de la zone démilitarisée, les soldats de l'ONU installent ce qu'ils baptisent le village de la liberté pour l'échange des prisonniers de guerre. Les prisonniers sud-coréens ont eu beaucoup de chance. 8000 survivants sur 60 000. Beaucoup ont été massacrés ou sont morts d'épuisement ou incorporés de force dans l'armée du Nord. Quant aux 7000 prisonniers américains, près de la moitié a disparu et 23 ont refusé de rentrer par idéologie. En Corée du Nord, un accueil très spécial est réservé aux 100 000 prisonniers nord-coréens et chinois libérés par les forces des Nations Unies. 20 000 ont refusé de rentrer dans leur pays, mais ces malheureux y ont été contraints. Tous savent qu'ils seront jetés dans les camps d'internement. Pour tenter d'y échapper, ils se livrent à une surenchère forcenée dans la haine des Américains en se débarrassant violemment des vêtements que les capitalistes impérialistes leur ont donnés. Kim Il-sung préside alors un grandiose défilé de la victoire. Avec les icônes habituelles du communisme. Staline, évidemment, mais aussi Ho Chi Minh, qui continue sa lutte contre la France en Indochine depuis maintenant 7 ans. Les forces des Nations Unies retournent dans leur pays, comme ici les volontaires français, directement envoyés en Indochine. Les soldats américains ne quittent pas tous la Corée après l'armistice. Ceux qui restent, pour protéger le Sud, n'ont pas le moral. Le commandement leur annonce une grande nouvelle. Le 16 février 1954, Marilyn Monroe va débarquer pour 3 jours. Personne n'ose y croire.
Un rêve pour les soldats de la 2e division d'infanterie. C'est l'un d'entre eux, en permission à Los Angeles, qui avait pu la rencontrer et l'avait supplié, en pleurant, de venir le voir ici. Marilyn venait de se marier avec l'idole du sport américain, Joe DiMaggio, mais elle s'ennuyait déjà. L'armée lui avait demandé de venir soutenir le moral des soldats de Corée. Drôle de voyage de noces. Son mariage n'y résistera pas. Elle divorcera quelques mois plus tard. Ce voyage est un bonheur pour elle. Elle a 27 ans. C'est la première fois qu'elle chante et danse devant un public. Et quel public! Des milliers d'hommes, profondément troublés par la beauté de la plus grande star du monde. Mais la fin des combats n'empêche pas l'horloge de l'apocalypse de se rapprocher dangereusement de leur zéro. -2, un record. Car les premiers prototypes des bombes H sont expérimentés par les Américains, puis les Soviétiques. Des centaines de fois plus puissantes que la bombe atomique. Elles imposent aux deux camps des solutions diplomatiques à leur conflit. Genève, 26 avril 1954. Une conférence internationale va s'ouvrir pour en finir avec la guerre de Corée. Les points de vue des participants sont très éloignés et sont le reflet de la guerre des mondes. D'un côté, le soviétique Molotov, ministre des Affaires étrangères, Chou En-lai, Premier ministre chinois, et les Coréens du Nord exigent la réunification de la péninsule. De l'autre côté, les Coréens du Sud et Foster Dulles, ministre américain des Affaires étrangères, veulent des élections libres. La conférence est vite dans l'impasse. Et les nouvelles d'Indochine bouleversent complètement l'ordre du jour. L'Est va-t-il vaincre l'Ouest? En Indochine, les communistes du Viet Minh sont en train de conquérir toute la péninsule. Les Vietnamiens et le corps expéditionnaire français font face, depuis près de 10 ans, à une guérilla toujours recommencée. L'ambassadeur de France, Henri Bonnet, tente inlassablement de convaincre les Américains d'intervenir. Are the French in Indochina fighting for the independence of the native peoples, or are you fighting to hold a colony? We are fighting for the independence, for preserving the independence of the native people, for preventing them to fall under the Bolshevik yoke. We are making sacrifices, all of us, which are heavy for the American taxpayer, heavy for the French taxpayer, but we are building a strength for the free world which will prevent war and to maintain peace, a peace which will become a lasting one, I hope. Well, thank you very much for being with us tonight. Les Américains prennent conscience que l'Europe, surtout la France, est sous l'influence communiste. Le plus puissant syndicat, la Confédération Générale du Travail, la CGT, lutte contre la guerre d'Indochine. Les Américains font naître un syndicat concurrent, Force ouvrière, financé par la CIA. Et le vice-président des États-Unis, Richard Nixon, n'hésite pas à braver la pluie tropicale d'Indochine pour rencontrer le nouveau commandant en chef des forces françaises, le général Navarre. Les États-Unis promettent d'augmenter leur aide
et de prendre en charge une grande partie des dépenses de guerre. Il favorise l'implication des Vietnamiens dans leur combat contre les communistes. L'urgence est d'empêcher le Viet Minh d'envahir le Laos, protégé par la France. Il faut l'arrêter à Dien Bien Phu, un village à 300 km de Hanoï, dans une vallée avec une ancienne piste d'aviation, la seule de la région. Un pari risqué pour le général Navarre, parce que cette vallée est entourée de montagnes. Mais il lance l'opération le 20 novembre 1953. Les Français sont accueillis par les tirs du Viet Minh. Le commandant Bijard, chef du 6e bataillon parachutiste, demande aussitôt l'appui des B-26, venus d'Hanoï, à la limite de leur rayon d'action. L'éloignement du champ de bataille ne permet pas aux avions de rester longtemps sur la cible. Une fois la piste sécurisée et remise en état, une noria d'hommes et de matériel permet en un temps record d'installer ce qui va être appelé le camp retranché de Dien Bien Phu, le plus puissant de toute cette guerre. La piste d'aviation, cœur du dispositif, est protégée par de solides positions. Des centres de résistance désignés par des prénoms féminins, comme Béatrice ou Eliane, avec leur point d'appui, qui porte un numéro, comme Eliane 4. 11 000 hommes sont bientôt concentrés sur ce périmètre réduit de 20 km sur 9. Les paras de la Légion étrangère, les bataillons vietnamiens, les Algériens, les Marocains. Et une femme, correspondante de guerre, Brigitte Friang, qui vient quelques jours fêter son 30e anniversaire. Elle s'inquiète de l'euphorie de tous ces militaires. Elle note sur son journal, à la date du 21 février 1954, « Comme a dit Clémenceau, de victoire en victoire, nous volons la catastrophe. » Est-elle la seule à s'en inquiéter? Navarre lui-même redoute un accroissement de l'aide chinoise, mais pas pour tout de suite. Pourtant, ce n'est pas seulement le Viet Minh qui est en face de lui. Ce sont les Chinois. Même si Giap, le chef militaire Viet Minh et son état-major sont les seuls filmés, des généraux chinois sont là pour le conseiller. Ensemble, ils ont mis au point le plan de la bataille. Attirer les forces françaises en faisant mouvement vers le Laos, les laisser s'installer, les encercler et les anéantir. C'est ça, le piège de Dien Bien Phu. Les Chinois pour l'organisation, les Russes pour le matériel, ont fait de la guérilla ce que le Viet Minh appelle l'armée populaire du Vietnam. Moderne, disciplinée, bien équipée, de 400 000 hommes. Début 54. Les Chinois aident le Viet Minh à monter une puissante offensive. Mao veut une victoire communiste en Indochine pour peser dans les discussions qui s'ouvrent à Genève. Mais il veut que ce soit la victoire d'Ho Chi Minh. Les Chinois, comme les Russes, avancent masqués pour éviter l'internationalisation du conflit. Au Viet Minh d'organiser la logistique. Des dizaines de milliers de malheureux vont mourir d'épuisement en creusant une route pour des centaines de camions soviétiques Molotova. Ce qui contredit la propagande Viet Minh, mettant toujours en avant la célèbre bicyclette de Dien Bien Phu. Ce ne sont pas les vélos Peugeot ou Manufrance qui ont transporté une division d'artillerie, un régiment de canons anti-aériens et des dizaines de milliers d'obus.
ce sont les camions Molotova, roulant sous la jungle ou de nuit, invisibles aux Français. Le Viet Minh diffusera aussi l'image de ces héroïques combattants tirant des canons de 105 pesant 2 tonnes, alors que ces canons sont démontables. Ce que confirme le général Giap lui-même. Il dit « Pour l'état-major français, il était impossible que nous puissions hisser de l'artillerie sur les hauteurs dominant la cuvette de Dien Bien Phu. Nous avons démonté les canons pour les transporter pièce par pièce dans des caches creusées à flanc de montagne. Les canons sont installés dans des casemates, invisibles aux Français. « 13 mars 1954, le Viet Minh attaque. Leurs canons sont le cauchemar de l'artillerie française, incapable de les atteindre. Le chef de l'artillerie française, le colonel Pirotte, se suicide au bout de 2 jours. Les Français comptent alors sur les avions embarqués du porte-avions Arromanches pour bombarder le Viet Minh et surtout l'arroser de napalm, la terrible essence gélifiée. Les pilotes de l'aéronavale, comme ceux de l'armée de l'air, vont affronter un redoutable barrage Viet Minh de canons anti-aériens d'origine soviétique. Les pertes françaises sont sévères. Malheur aux pilotes qui tombent aux mains de ceux qu'ils appellent les Viettes. Daniel Robert, un pilote de l'aéronavale, va mourir d'épuisement dans la longue marche imposée par le Viet Minh à ses prisonniers. En face, les Français, dans leur trou de combat, se posent désormais la question. L'aviation pourra-t-elle quand même les sauver ? Six mois après le début de l'installation du camp retranché, les hommes vont entrer dans les ténèbres. Le 14 mars 1954, l'un des centres de résistance appelé Béatrice est attaqué et emporté par la division Viet Minh 312. Les survivants de la Légion étrangère refluent vers le centre du dispositif. Il faut d'urgence évacuer les blessés. À l'arrière, à Hanoï, une jeune convoyeuse de l'air, Geneviève de Galard, se porte volontaire pour aller les chercher. Son avion se présente sur la piste, cible de l'artillerie Viet Minh et chinoise. L'appareil réussit à se poser, mais il est touché par des obus. Il ne pourra plus redécoller. Geneviève de Galard entre dans la légende. Elle sera appelée l'ange de Dien Bien Phu. Elle se dépense sans compter pour les blessés. Mais elle n'est pas la seule femme. Les 15 prostituées vietnamiennes du bordel militaire de campagne, le BMC de la Légion étrangère, vont se dévouer auprès des mourants. Elles ne seront jamais évoquées. Pourtant, elles sont, elles aussi, les anges de Dien Bien Phu. Elles seront toutes martyrisées et tuées par le Viet Minh. La piste d'envol, le cœur du camp retranché, est définitivement inutilisable.
Pour les Français, la seule voie de ravitaillement ou de renfort est aérienne. Mais déviés par le vent, les parachutes portant les munitions et les vivres tombent dans les positions Viet Minh. De toute façon, il n'y a pas assez d'avions. Le gouvernement français en demande aux Américains. Mais ils ne veulent pas risquer l'affrontement avec les Chinois et avancent eux aussi masqués. Ils fournissent des appareils de transport avec des cocardes françaises. L'un de ces avions largue un caméraman du service cinéma des armées, Pierre Schondorfer, 26 ans, volontaire pour sauter sur Dien Bien Phu, le 18 mars 1954, en pleine bataille. Pierre Schondorfer voulait devenir cinéaste. Sa famille n'avait pas les moyens de lui payer ses études. Il s'est engagé dans l'armée pour apprendre à filmer. Il a été envoyé en Indochine. Il rejoint une équipe qui a donné de cette guerre des images d'une grande humanité. Ces soldats d'Indochine, pourquoi sont-ils là? La plupart gagnent leur vie en risquant de la perdre. Pierre Schondorfer écrit dans l'un de ses livres: « Oh, je sais bien que ce n'est pas parce qu'on accepte de se faire tuer pour une cause que cette cause est juste. Mais je m'en fous de la cause. Je vous parle des hommes. Il y en a, je ne sais même pas leur nom. Je ne les ai vus qu'une fois. Je sens encore leurs doigts sur mon cœur. Un seul type bien, vraiment bien, et ça change tout. Un seul. Là où il y en avait plein. Et ils avaient la manière. Je peux vous le dire. » À la fin de mars 1954, désespérée, la France demande aux États-Unis de lancer des bombardements massifs sur le Viet Minh. La bombe atomique est même envisagée. Mais l'horloge de l'apocalypse, cette fois, ne bouge pas. Au milieu de l'océan Pacifique, les Américains viennent de réussir l'essai de leur première bombe H utilisable. « 700 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. » Les Russes n'ont pas encore l'équivalent. Le grand Albert Einstein pose la question de la survie de l'humanité. On both sides, the means to mass destruction are perfected with feverish haste behind the respective walls of secrecy. Annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibility. Faut-il risquer cela pour Dien Bien Phu? Fin avril 1954, l'artillerie Viet Minh anéantit les Français. Giap lance son dernier assaut. Dans le camp retranché, le cinéaste Pierre Schondorfer sait que s'il n'est pas tué, il sera fait prisonnier. Tous les films tournés pendant la bataille sont détruits pour ne pas les laisser aux mains de l'ennemi. Désormais, les seules images des derniers combats sont celles du Viet Minh, reconstituées après coup. L'écrasement des centres de résistance français sous les obus et les lance-roquettes d'origine soviétique. À 6 contre 1, les vagues d'assaut, les 20 000 combattants Viet Minh contre 3 000 défenseurs encore en état de se battre. 2 000 vont mourir, 1 000 vont déserter. Enfin, c'est la reddition du poste de commandement français, le 7 mai 1954. Les Soviétiques envoient leur plus célèbre cinéaste, Roman Karmen, pour immortaliser l'incroyable événement. Il reconstitue les derniers instants des dernières tranchées.
La capture des chars, sabotée, mais vite remise en état. Carmen insiste sur l'implication américaine et sur la plus belle des prises de guerre, un général français, le chef de la garnison, Christian de la Croix de Castres, descendant d'une famille illustre qui donna à la France un ministre de Louis XVI. Le général de Castres est courtoisement interrogé par un interprète du Viet Minh, qui lui présente le plus jeune combattant et le rassure sur le sort de son état-major. Les officiers français reçoivent des fruits et le journal communiste, l'Humanité. Roman Carmen organise ensuite le tournage d'un long défilé de prisonniers. Ils sont 10 300. 3 000 seulement reviendront des camps du Viet Minh. Carmen a choisi un sol accidenté pour que les hommes regardent leurs pieds en baissant la tête, comme une soumission, pour montrer au monde entier l'humiliation de l'Occident et la victoire du communisme. La victoire que voulait Mao pour peser à la conférence de Genève. À Genève, le 20 juillet 1954, après 4 mois de négociations difficiles, un cessez-le-feu est signé entre les délégués du Viet Minh et de la France. L'envoyé d'Ho Chi Minh, l'homme fort du parti communiste vietnamien, Van Vam Dong, était arrivé dès la chute de Dien Bien Phu. Vainqueur, il était certain, à ce moment précis, de pouvoir faire main basse sur toute l'Indochine, que son armée contrôle déjà presque entièrement. Mais son principal allié, le premier ministre chinois, Zhou Enlai, va le décevoir. Le Parlement français vient d'élire Pierre Mendès France pour négocier. Ce radical de gauche, opposant de toujours à la guerre d'Indochine, comprend que le Chinois Zhou Enlai ne veut pas risquer une intervention américaine. Zhou Enlai accepte la proposition occidentale de 2 Vietnams. La grande difficulté de la délégation chinoise est de faire avaler aux communistes du Viet Minh la partition du pays, en promettant des élections sur une éventuelle réunification. Les communistes devront se contenter de la partie au nord du 17e parallèle. Au sud, s'installera un régime non communiste. Le soviétique Molotov a fait aussi pression sur Van Vam Dong, le représentant du Viet Minh, pour ménager les Français. Moscou veut que la France vote contre un projet d'armée européenne qui inquiète les Russes. Mendès France a une conclusion surprenante. Pour lui, la guerre d'Indochine, qui a coûté l'équivalent de 2500 milliards d'euros, n'a pas ruiné la France parce que l'aide américaine était une importante source de dollars. La popularité d'Ho Chi Minh est évidemment au plus haut. Il dit à ses soldats: grâce à l'aide de l'Union soviétique et de la Chine, le gouvernement français a reconnu l'indépendance de notre pays. Notre victoire est éclatante, mais n'est pas encore définitive. Plus que jamais, Ho Chi Minh a besoin de son armée populaire du Vietnam. Comme dans toute armée, le chef suprême distribue les médailles. Ho Chi Minh ne pourra pas quitter tout de suite son repère de la jungle pour s'installer à Hanoï. Les accords de Genève ont institué un délai pour regrouper le Viet Minh au nord, les Français au sud. Depuis 1946, 200 000 combattants du Viet Minh et 30 000 soldats français ont été tués. 150 000 civils sont morts. La guerre d'Indochine est terminée.
À Washington, le 21 juillet 1954, le jour même de la signature des accords de Genève, le président des États-Unis donne une conférence de presse. Eisenhower dit « Si on prend une rangée de dominos et qu'on renverse le premier, on peut être sûr que le dernier tombera aussi. » Ainsi est exposée par Eisenhower la théorie des dominos, le credo de la guerre froide. Plus question de laisser un pays tomber dans le camp communiste et contaminer ses voisins. Une semaine plus tard, New York fait un triomphe à Geneviève de Gallard, l'ange de Dien Bien Phu. C'est un hommage au sacrifice des Français. À la Maison-Blanche, Eisenhower lui remet la médaille de la liberté. L'Amérique cherche à apaiser sa mauvaise conscience. En Indochine, selon les accords de Genève, tous les prisonniers sont échangés. Les prisonniers Viet Minh doivent manifester leur attachement politique au communisme. Et certains prisonniers coloniaux de l'armée française reviennent convertis, avec à la poitrine le portrait d'Ho Chi Minh. Combien de ces soldats d'Afrique du Nord se battront contre les Français quelques mois plus tard, en Algérie? Derrière ce départ en forme de colonie de vacances, la réalité, pour la plupart des camps, est sordide, abominable. Certains survivants de Dien Bien Phu sont accueillis par leur général, comme le photographe Daniel Camus de Paris Match et Pierre Schondorfer, le caméraman. À bord du bateau qui les rapatrie en France, ces soldats sont loin de se douter de l'accueil hostile qu'ils recevront à Marseille. Les manifestations communistes, les injures ou l'indifférence. Le général Navarre, le vaincu de Dien Bien Phu, écrit « La guerre d'Indochine n'était pas une guerre nationale. C'était une entreprise lointaine, menée par la seule armée de métier et à laquelle la nation, qui n'en saisissait pas le sens, ne participait absolument pas. » Les accords de Genève ont donné 3 mois aux Français pour quitter Hanoï. Un sous-officier français écrit « Je suis dans une rage folle. Par la faute d'un accord qui a été signé sans s'occuper des détails, nous subissons toutes les humiliations. » Comme ici, un soldat français chassé par le Viet Minh. Tout ce qui est français doit partir. Les derniers soldats du corps expéditionnaire démontent leurs ponts, enlèvent des morts. Ils tuent leurs mulets pour ne pas les laisser aux Viet Minh. Bientôt, seule l'architecture coloniale témoignera des 70 ans de présence française. Mais elle est déjà couverte de drapeaux rouges à l'étoile d'or.
Le 9 octobre 1954, les forces du Viet Minh entrent à Hanoï. Toute sa vie, Ho Chi Minh a rêvé de ce moment. Il a 64 ans. À Moscou, il a été l'un des meilleurs élèves du Komintern, l'école de la ténacité et de la foi communiste, qui lui permettent aujourd'hui d'être le maître du Vietnam du Nord. Mais il n'est pas en paix. Il dit « Maintenant, il faut que nous fassions tout pour la réunification. » Le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud sont nos territoires. Quand notre pays sera unifié, notre peuple sera libre. La guerre du Vietnam va commencer. La guerre froide va continuer. Elles n'ont pas fini leur décompte fatidique. Les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse.